Numéro d'Intersection X, à presque un mois de l'événement, toute l'équipe du Printemps numérique travaille d'arrache-pied pour notre prochaine édition MTL Connect, la semaine numérique de Montréal, qui aura lieu du 12 au 17 octobre en mode hybride. Mais comme on est très impatient d'y être, on s'est dit qu'on allait déjà aborder quelques thématiques dans nos entrevues Intersection. Aujourd'hui, nous abordons le sujet de l'avenir des espaces de travail. Ce numéro fera écho aux thématiques travail de demain et ville du futur. La pandémie a exacerbé les défis auxquels la société est confrontée, que ce soit au niveau de l'habitabilité, la mobilité, la culture, les infrastructures ou le développement économique. Comment tirer des leçons du passé pour faire face aux défis de demain? Comment la technologie peut-elle contribuer à relever ces défis? Pour répondre à ces différentes questions aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mélanie Boivin, directrice design intérieur chez Ad Hoc Architectes et experte en stratégie d'environnement de travail. Bonjour Mélanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment est-ce que ça va? Mais ça va très bien. Merci, Émilie, pour l'invitation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, et encore avant ça, j'aimerais rappeler à l'audience qui est avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en bas en commentaire. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure qu'on les verra passer à l'écran. Donc, comme je disais, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours, ce que tu fais, comment tu en es venu à développer une expertise en environnement de travail, justement? Eh bien, si je peux parler moi un petit peu, mon parcours, c'est qu'à la base, j'ai un baccalauréat en design industriel, gradué de l'Université de Montréal. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille en design intérieur, mais pratiquement toujours à l'interne dans une firme d'architecture. J'ai été à mon compte également, donc ma clientèle est principalement composée de gens d'affaires. Que ce soit des promoteurs immobiliers, que ce soit des gens qui ont des commerces, mais surtout des gens qui ont des entreprises, qui ont des bureaux. Et puis, l'intérêt que j'ai dans ce domaine-là, c'est que, étant moi-même une entrepreneur, formée en entrepreneuriat également, je trouve que de côtoyer des gens d'affaires, c'est fascinant. Ce sont des gens qui sont des visionnaires, ce sont des gens qui ont des histoires qui sont le fun à raconter, ce sont des gens qui ont des visions à long terme. Donc, c'était vraiment motivant de pouvoir contribuer à les aider à avoir un meilleur environnement de travail, à avoir vraiment un impact sur les enjeux de leur entreprise. On comprend qu'actuellement, on est encore en période de pénurie de main-d'œuvre. La crise qu'on a vécue avec la pandémie, ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire. Et avant la pandémie, l'économie allait très bien. Donc, l'économie va relativement bien encore aujourd'hui, surtout dans certains secteurs qui ont été impactés différemment par rapport à cette crise-là. Mais présentement, ça se passe quand même bien. Puis il y a beaucoup de questionnements qui se passent actuellement suite à ça. Puis je trouve ça intéressant de pouvoir soit aider d'autres designers à bien accompagner leurs clients, parce que je donne aussi des formations à d'autres designers, mais aussi à aider mes propres clients dans leur stratégie. Parce qu'un designer d'intérieur, c'est pas simplement une personne qui va faire des beaux concepts, mais c'est vraiment un partenaire d'affaires qui va bien accompagner au niveau stratégique pour prendre les meilleures décisions à court, moyen puis à long terme. D'accord. Écoute, c'est intéressant justement que tu aies déjà amené cette thématique-là. Il est évidemment difficile aujourd'hui de parler d'environnement de travail sans penser à la dernière année que nous avons passée, notamment avec le télétravail forcé pour de nombreuses entreprises. Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur les espaces du bureau, les grandes tours à bureaux qu'on a pu connaître, etc. Qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain à partir de ce fameux 13 mars où il a fallu qu'on rentre tous chez nous pour pouvoir travailler? Mais en fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça a eu comme impact dans le milieu du travail comme tel? Donc, ce que ça a eu comme impact, c'est que ça a catalysé, en fait, des tendances qui étaient déjà là. Donc, avant la pandémie, on était déjà en train de pousser certains modèles parce qu'on se rendait compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément toujours présents au bureau. Puis même quand ils étaient présents au bureau, ils n'étaient pas forcément à leur poste de travail. Donc, on essayait de voir un peu comment on allait imaginer des espaces qui étaient plus collaboratifs avec des valeurs qui sont plus à jour. Quand on parle de valeurs plus à jour, on parle d'équité. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on fait pour attirer, retenir des nouveaux talents? C'était un enjeu avant la pandémie, ça l'est encore. Donc, puis même encore plus maintenant. Donc, d'avoir des espaces qui sont attrayants, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, avec la pandémie, ce que ça a eu comme impact, c'est que les gens se sont rendus compte que le télétravail, ça fonctionne. Il y a plusieurs entreprises qui ont survécu justement parce qu'ils se sont adaptés vite. Il y en a d'autres qui étaient déjà en mode flexible, travailler à distance sans problème. Il y a d'autres entreprises pour lesquelles c'était un enjeu un petit peu plus important. Parce que soit que la culture d'entreprise n'y était pas encore, il y avait plus une culture de surveillance, de présentiel, où il fallait absolument que la personne elle soit présente
pour montrer qu'elle était engagée dans l'entreprise. Maintenant, la mobilisation vers une entreprise ne se montre pas forcément par sa présence au travail, mais on a démontré pendant la pandémie justement qu'on était capable d'être autonome puis de produire quand même, puis d'être même encore plus productif parfois dans certains types de tâches. Sauf que cette flexibilité-là, les gens vont vouloir la garder dans le futur. Donc, pour attirer et retenir les talents, si un employeur n'offre pas cette flexibilité-là de pouvoir travailler à distance ou travailler de n'importe où, ils vont peut-être avoir plus de mal à garder ou à attirer des nouveaux talents. Donc ça veut dire que l'impact que ça a eu, c'est pas juste physique sur des tours à bureau qui sont devenus vides, mais c'est une réflexion stratégique, managériale sur comment justement faire évoluer ces tendances, on va dire, de gestion des ressources humaines, même si j'aime jamais trop l'intituler. Mais tout à fait. là, on a besoin justement d'innover. On n'a pas eu le choix grâce à la pandémie, de devoir innover justement dans cet axe-là managérial. On le fait, en fait, pour que nos entreprises puissent survivre. Puis là, maintenant qu'on a acquis cette façon de travailler-là, on ne veut plus forcément perdre les avantages que ça avait. Donc, la flexibilité, d'avoir moins de temps dans les transports, d'avoir une plus grande qualité de vie parce qu'on a une plus grande facilité à faire de la conciliation travail-famille. On ne peut plus passer à côté de cette réalité-là. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est si on veut absolument attirer les gens au bureau, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va les attirer au bureau? Et pour quelles raisons ces gens-là vont se déplacer au bureau? La table de ping-pong? Pas forcément. En fait, les gens vont se déplacer au bureau pour aller rencontrer leurs collègues de travail parce que oui, on a été capable de se rencontrer par le virtuel parce que ça aussi, les Teams, Google Meet, Zoom, ça existait avant. Mais maintenant, c'est démocratisé à tout le monde. Maintenant, tout le monde, on est tous capables d'utiliser cette vidéoconférence-là pour se rencontrer puis pour communiquer. Mais on s'entend qu'il peut y avoir une certaine fatigue puis des fois une perte d'information qui se passe aussi par un problème, des problèmes de connexion. Donc, les gens vont être motivés à se rendre au bureau parce qu'ils ont peut-être une meilleure qualité de collaboration aussi avec leurs collègues. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact direct sur les aménagements? C'est que quand les gens vont se déplacer au bureau, ils vont vouloir collaborer. Donc, on a besoin peut-être de moins de postes de travail fixes, mais peut-être plus d'espace de rencontre parce qu'on a passé un an et demi chez nous, on a besoin de se rencontrer. On va probablement planifier de presque tout le faire en même temps. Donc, on a besoin de moins de postes parce que les gens ne sont pas là à temps plein. On est capable de planifier, par exemple, une ou deux personnes, des fois même 3 personnes pour un poste de travail, puis les gens ils s'installent aux postes qui sont disponibles au courant de la journée, où les gens réservent aussi des espaces de rencontre, de collaboration, que ce soit des espaces formels ou informels, des espaces fermés. Et ce que ça va avoir aussi comme impact, c'est qu'étant donné qu'on est beaucoup plus en collaboration, mais ça va prendre une bonne qualité acoustique dans les bureaux. La qualité acoustique, c'est super important parce qu'on a passé un an et demi chez nous, dans nos affaires. Et puis là, on se retrouve dans un milieu de travail qui va être super cacophonique là, pour ceux qui sont dans des milieux de travail qui sont complètement ouverts. Là, à ce moment-là, ça va prendre beaucoup plus de pièces fermées pour justement ces rencontres-là de collaboration, des pièces qui sont bien équipées au niveau technologique pour la collaboration, autant en présentiel qu'en virtuel, parce que parfois, on peut avoir la moitié de l'équipe qui est là au bureau, mais l'autre moitié est à la maison. Ça faisait justement partie de mes interrogations parce que on va plus forcément avoir l'ensemble de l'équipe qui va être présente en même temps au bureau. Donc oui, je comprends le côté de devoir avoir plus d'espace, de rencontres, de collaboration, mais comment on fait quand on a une rencontre collaborative, mais qu'une partie de l'équipe est restée en télétravail et qu'une autre partie est au bureau? Est-ce qu'il y a des astuces là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est encore un peu bancal, entre guillemets, ou qui a des irritants. Donc, est-ce que tu aurais des clés par rapport à ça? Comment peut-être utiliser certaines technologies du mieux possible pour pouvoir faire en sorte que cette flexibilité-là puisse fonctionner? Mais déjà là, ça prend des aménagements qui sont bien faits pour la vidéoconférence. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une immense salle de vidéoconférence où est-ce qu'on voit les gens tout petits comme ça. On ne voit pas le body language des gens. Là, ici, on se voit vraiment comme... On voit nos visages, là, on voit vraiment nos expressions. C'est plus facile de détecter le body language, à moins que tu tapes du pied en dessous de la table. Ça, je ne peux pas le voir. Mais, je parle avec mes mains, mon visage, on le voit. Mais souvent, ce qu'on voyait, c'est des salles de conférence qui étaient trop grandes, avec des caméras qui étaient trop loin. On ne voyait pas les gens, on n'entendait pas bien.
Donc, d'avoir des salles de conférence, de vidéoconférences qui sont bien équipées pour ça, de qualité, puis des salles plus petites. D'avoir une table peut-être en demi-lune avec l'écran qui est au mur, puis on est collé sur le mur le plus près possible de la caméra, avec une table maximum de 4-5 personnes. Plus que ça, je trouve souvent qu'on perd l'essence, le côté humain. On devient trop extérieur, les gens deviennent distraits, ils deviennent fatigués, donc ils se sentent moins inclus aussi. Alors que si c'est plus proche, si on est plus petites rencontres, les gens vont être pratiquement comme s'ils étaient ensemble. Donc ça, c'est des modèles qui fonctionnent très bien. Puis je l'avais testé avant la pandémie chez des clients qui avaient ce type d'installation-là. Donc pas plus que 4-5 personnes en présentiel, puis le reste en virtuel avec des écrans vraiment haute définition, puis on a l'impression d'être ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres types justement d'ajustements qu'on pourrait développer dans un environnement de travail quelconque pour aller dans cette direction-là? Parce qu'on parle beaucoup de flexibilité, on parle beaucoup d'attirer ou de rétention de talents. Qu'est-ce qui fait justement qu'on va pouvoir les attirer ou les retenir, à part peut-être, on va dire, un environnement sain de travail? Est-ce qu'il y a vraiment des clés, des no-brainers qui font en sorte que là, on n'est pas sûr, mais en tout cas de faire le maximum pour pouvoir attirer les bonnes personnes et faire en sorte qu'elles soient confortables et bien de venir au bureau? Mais si on parle peut-être du confort, par exemple, à la maison, honnêtement, j'ai pas encore vu je peux pas vous dire s'il y a vraiment des entreprises qui vont vraiment investir dans le confort ergonomique des gens à la maison. Ils vont fournir l'équipement pour être capable de se connecter à distance. Ça, oui. Généralement, ça va être la responsabilité quand même de l'employé d'avoir son confort quand il travaille de la maison. Mais le confort au bureau, c'est quelque chose qui est quand même super important. On a compris, pour ceux qui ont travaillé sur une chaise de cuisine pendant plusieurs mois, que si on n'a pas du bon mobilier ergonomique, on peut développer des blessures assez rapidement. Donc, une autre façon, d'assurer le confort de nos employés, puis de s'assurer qu'ils soient bien quand ils viennent au travail, c'est d'avoir non seulement le confort acoustique, mais le confort ergonomique. Donc, l'investissement, c'est surtout dans un bon fauteuil. Une table ajustable, c'est une chose, ça peut être très bien pour les personnes qui ont des extrémités, qui représentent des extrémités de la population, là, des très grands, des très petits, ou les personnes qui aiment travailler debout une fois de temps en temps. Mais c'est surtout la chaise qui est importante, là, vraiment un bon mobilier ergonomique qui est complètement ajustable. C'est sûr que c'est quelque chose de base, un confort de base à offrir. Ensuite, toutes les autres installations, comme la fameuse table de ping-pong, nous, ici, chez Haddock Architectes, on a la fameuse machine à popcorn qui mobilise une partie de l'équipe. C'est très drôle. Ce genre de petit équipement-là, c'est sûr que c'est des petits bonus. Ça dépend de la culture d'entreprise, ça dépend de qu'est-ce que les gens aiment. Il faut poser la question. Il n'y a pas une entreprise qui va réagir de la même façon. Par exemple, j'ai vu des entreprises qui avaient organisé des petits espaces lounge, mais ils n'étaient pas utilisés. Les gens avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller. Donc, ils pensaient que quand ils allaient s'installer dans le lounge, les gens allaient percevoir qu'ils étaient paresseux ou qu'ils ne travaillaient pas. Alors que c'était une installation qui demandait quand même un certain investissement. Donc, c'est sûr que ça dépend de la culture d'entreprise. Il faut vraiment que la culture soit là pour que l'installation soit justifiée. Est-ce que, à travers peut-être ta clientèle, justement, tu as pu voir une évolution de cette culture d'entreprise-là avant pandémie et après pandémie, kind of, là, mais pour justement voir cette évolution-là, pour faire en sorte justement d'avoir ce côté plus confort, plus familial peut-être, ou convivial en tout cas? Oui, ben on a passé tellement de temps à la maison, donc veux pas, ça influence un peu aussi le look de nos bureaux. Donc, c'est un peu le look qu'on appelle le résimercial, c'est-à-dire que le look résidentiel s'invite aussi dans nos bureaux. On veut avoir l'impression de retrouver la même... C'est pas mal ça. Un peu le même confort qu'on retrouve un peu à la maison, là, c'est-à-dire d'avoir justement des fauteuils confortables, des équipements de cuisine, toutes sortes d'éléments qui font qu'on a l'impression d'être un petit peu plus chez soi, là, sans forcément pousser la note trop loin. On veut garder quand même un côté professionnel à la chose, mais on va avoir moins corporatif, moins froid là, comme ambiance, quoique chaque entreprise doit communiquer aussi son image de marque à travers tout ça. On peut pas... il y avait l'idée, à un moment donné, de faire des bureaux qui sont plus génériques. Il y a certaines entreprises qui veulent plus forcément avoir des engagements à long terme. Ils veulent tester qu'est-ce que c'est que d'avoir un bureau générique.
c'est-à-dire qui a été dessiné par quelqu'un d'autre qui peut être n'importe quelle entreprise. Donc, l'image de marque n'est pas communiquée dans ce type d'installation-là. Ça peut être pratique pour des gens qui sont plus nomades, des travailleurs autonomes, mais au niveau de l'ambiance, l'esprit d'appartenance vers une entreprise, là, on va moins le percevoir à ce moment-là parce que ça ne sera pas aux couleurs de l'entreprise. L'image de marque ne sera pas vécue de la même façon. Justement, est-ce que tu as vu ou tu as été témoin d'innovation peut-être en modèle d'affaires justement par rapport aux espaces de travail? Parce que ça a été une grosse problématique qui a été soulevée dans la presse l'année dernière. Les tours à bureaux sont vides, il va falloir les réutiliser, on ne sait pas pourquoi, on va avoir besoin peut-être de seulement 40 à 60% des espaces de travail qu'on utilisait avant la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses justement qui commencent à sortir, qui ont déjà été réfléchies, des entreprises qui se mettent ensemble pour innover sur ce côté installation-là? Comment ça se passe? Bien, justement, des espaces de bureaux partagés comme ça, plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour faire un espace de bureau qui est un peu plus générique, un peu comme un espace de coworking finalement. Puis il y a de plus en plus, les espaces de coworking fleurissent aussi beaucoup. Okay. C'est sûr que ça permet à une entreprise d'absorber la croissance ou de fournir un environnement de travail confortable à des travailleurs qui ne sont pas forcément au centre-ville ou pas forcément dans la succursale où ils devraient être. Comme par exemple, on voit de plus en plus en banlieue des bureaux satellites. Au lieu d'avoir un campus où tout le monde doit être là tous les jours, les gens vont de plus en plus chercher le talent là où il est. Donc, on va avoir une explosion justement des espaces de coworking en banlieue ou dans des espaces satellites, que ce soit Rive-Sud de Québec, Rive-du-Nord de Montréal, Rive-Sud de Montréal. On voit de plus en plus d'espaces de coworking comme ça. En plus de ces espaces-là, ce qu'on voit aussi, c'est une nouvelle technologie aussi pour quand on vient au bureau, que ce soit plus... que le bureau soit prêt à nous accueillir. Donc, de plus en plus d'innovation en termes de réservation d'espace, par exemple. Mm-hmm. Les systèmes de réservation d'espace, souvent maintenant, ça va être vraiment plus sur des iPads. Il va y avoir des logiciels qui vont être connectés à ça. Il y a vraiment des études d'utilisation aussi des espaces pour s'assurer que c'est pas sous-utilisé ou surutilisé. Par exemple, des fois, on a l'impression qu'il manque de salles, alors que des fois, c'est juste que le système de réservation de salles n'est pas à point. Un autre type d'innovation aussi, ce que j'avais en tête, un autre type d'innovation. Sinon, regarde, ça reviendra au courant de la discussion. Ouais. C'est intéressant, en fait, tu vois, que tu parles soit des bureaux satellites ou alors des espaces de coworking. On a une question, justement, qui nous dit, selon vous, comment une entreprise peut offrir un meilleur accueil ou équipement ergonomique dans un contexte de coworking? Parce que là, ça veut dire qu'on a des équipes qui vont appartenir... Je suis désolée, il y a du bruit, pour le coup, on est dans un espace de coworking. Il y a des entreprises, justement, qui vont avoir leurs équipes ou une partie de leur équipe qui vont être dans tel espace de coworking ou autre. Et comment on fait pour que ça reste quand même personnalisé, pour qu'il y ait justement ce sentiment d'appartenance, même si on est dans un espace de travail partagé? Mais en fait, il faut, tu sais, que si on est capable de fournir du mobilier ajustable, quand je parle de mobilier ajustable, effectivement, c'est vraiment la chaise qui est le plus importante, la chaise de travail, parce que c'est sur cette chaise-là qu'on va passer le plus de temps. Mais il faut que les gens soient formés pour ajuster leur chaise à leur corps. Parce que même si on a une super chaise ajustable, si on ne l'a pas ajustée comme il faut à notre morphologie, on passe à côté, puis là, on peut développer des douleurs. Parce que si elle est bien ajustée pour une personne de 6 pieds 4 versus une personne de 5 pieds, c'est pas les mêmes ajustements du tout. Donc, pas responsabiliser, mais former, en fait, chaque personne pour l'ergonomie puis l'ajustement, pour se responsabiliser aussi pour l'hygiène, c'est-à-dire de laisser peut-être des lingettes un peu partout pour désinfecter les éléments, là, si les gens ont encore peur un peu au niveau sanitaire. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi au niveau du confort, au niveau de l'ergonomie? C'est vraiment de le savoir, vraiment qu'est-ce qui est confortable pour nous, en fait. On a une autre question aussi qui nous dit, donc, selon toi, quel est l'impact
du mode hybride sur l'organisation et l'aménagement des espaces de travail. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure avec l'aménagement de salles de collaboration un peu plus petites, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles penser en tant qu'entrepreneur ou directeur ou autre, ou même en tant qu'employé? Comment justement on vient à penser ça en étant en mode hybride? Comment on fait pour mieux se préparer, mieux utiliser peut-être nos outils? Qu'est-ce qui peut nous aider justement dans ce cadre-là? Mais c'est de penser différemment en termes de proportion d'espace. C'est-à-dire les zones de travail individuelles vont réduire un petit peu parce qu'on va être en mode partagé. Il faut penser en termes de sièges. J'ai combien de personnes? Si par exemple j'ai 200 personnes dans l'entreprise, est-ce que j'ai 200 sièges pour les accueillir le jour où ils vont venir tous en même temps? Un siège, c'est pas forcément un poste. Donc, ça peut être justement dans un espace de collaboration, ça peut être dans un espace cafétéria qu'on peut changer de fonction. Il faut penser en termes de modularité. Est-ce que ma pièce, on peut changer la vocation de cette pièce-là ou de Il faut cette zone? devenir hybride en tout, en fait. C'est ça, il faut être flexible, il faut être multifonction. Je pense que c'est une façon de gagner de l'espace. C'est une façon aussi d'absorber les variabilités en entreprise. C'est-à-dire que la variabilité, ça peut être une croissance, ça peut être une décroissance, ça peut être une pandémie aussi, ça peut être, il y a une personne, la mentalité, on s'entend qu'elle va changer là, dans le futur. On ne viendra plus au bureau quand on a une pneumonie, là. Ça va être mal vu là, de venir tousser comme ça au bureau, là, ça reste chez vous. C'est prouvé maintenant que c'est quand même possible. Tu es en mesure de travailler, mais travaille de chez toi, mais viens pas contaminer tout le monde, ça ne se fera plus. Donc, pour absorber ces variabilités-là, il faut vraiment que le bureau soit très flexible en termes d'aménagement, pas trop d'aménagement fixe. Puis surtout aussi de fournir à la limite de plus en plus de cabines insonorisées. La confidentialité est quand même de mise dans tout ça, puis le confort acoustique, c'est quand même super important. Ça m'amène à une question. Donc, bon, pendant l'événement MTL Connect, on parle surtout des enjeux de transformation numérique. Quelles sont les technologies qu'une entreprise peut justement mettre en place et utiliser pour optimiser ses installations? Donc, on a très brièvement abordé le sujet des outils de réservation de salles, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que là, tu parles aussi des notions de sécurité, confidentialité, etc. Le fait de travailler maintenant à l'extérieur du bureau, comment ça fonctionne d'un point de vue sécuritaire? Puis aussi, mais question toute bête, mais moi, par exemple, je ne sais pas adapter ma chaise de bureau. Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui peuvent exister pour nous aider, pour nous accompagner, faire en sorte justement d'accompagner les équipes à mieux s'organiser grâce aux technologies pour travailler du mieux possible en milieu hybride et flexible? Bien, la première étape, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises avant la pandémie qui n'avaient pas réussi à numériser beaucoup de documents. Il y a un type de mobilier qui va être désuet dans le futur dans les bureaux, c'est des classeurs. Il y aura très peu de classeurs. On planifiait énormément de classeurs de métal un peu partout dans les entreprises. Puis maintenant, tout est en ligne. Donc, l'accumulation de papier fait que même à un poste de travail, d'avoir un caisson avec des tiroirs où est-ce qu'on laisse nos trucs, ça non plus parce qu'on va être en mode flexible. C'est pas une technologie en passant, mais tu sais, c'est de dire, dans le fond, l'impact du numérique a... Ça reste lié quand même, tu sais, je veux dire, il faut que tu ailles numériser, effectivement. C'est ça, tout à fait. C'est très lié au travail de n'importe où et c'est très lié aussi à l'industrie du mobilier de bureau. Parce qu'il y a certains bureaux qui vont être certaines pièces de mobilier qui vont être moins en demande, mais il y en a qui vont l'être encore plus, comme par exemple des casiers. Étant donné qu'on ne peut pas laisser rien à un poste, bien, il va falloir avoir des casiers individuels pour peut-être mettre son clavier, sa souris. Ça, c'est une pièce de mobilier. Encore une fois, ce n'est pas une technologie, mais c'est une pièce de mobilier, en fait, qui va être de plus en plus en demande. Au niveau des technologies aussi, bien, tout ce qui est, justement, vu qu'on va être en numérique, tout ce qui est les Google Drive et compagnie, tout ce qui est dans le cloud, les espaces dédiés à des serveurs vont être de moins en moins présents. Ça va beaucoup être à l'externe qu'on va faire ça parce que les gens travaillent de n'importe où. Donc, ça, c'est sûr que ça va être en augmentant. Tout ce qui est Google Chat, les communications. Nous, au bureau, on a un chat interne. C'est sûr qu'il faut faire attention pour pas qu'il y ait une perte d'informations. Ça prend des méthodes de communication qui sont plus officielles pour être sûr qu'il n'y ait pas de perte d'informations importantes, ni de perte de temps aussi, parce que des fois, on peut s'amuser un peu avec ça, avec un petit peu de divertissement, là, mais ça peut distraire aussi les gens. Fait qu'il faut faire attention aussi à ce genre de technologie-là. Sinon aussi, niveau tablette graphique, communiquer par dessin. Ce que je sais dans mon industrie, on communique beaucoup par les images. Donc, tout ce qui est tablette graphique ou des surfaces écrivables,
Je connais aussi des entreprises qui sont plus dans le milieu des assurances qui ont habituellement des tableaux. Est-ce qu'ils se rencontrent le matin, un petit 15 minutes? C'est tous des post-it avec des tâches. Comment est-ce qu'on fait pour les gens qui sont à distance? Bien, il existe maintenant des tableaux plus interactifs avec des projecteurs qui sont à plus courte portée. Je ne sais pas exactement, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, ça va être plus l'aménagement de bureau, mais je sais qu'il y a un équipement technologique qui existe pour communiquer justement au niveau interactif, pour représenter le tableau physique qui est au bureau. En fait, la clé concrètement, c'est que chaque maintenant nouvel investissement d'aménagement ou autre doit être pensé pour les personnes qui vont être en présentiel, mais aussi pour une utilisation qui va être faite à l'externe. On peut avoir exemple des Google Jamboard ou autres qui effectivement vont pouvoir être tactiles, être utilisés live en présentiel par les personnes, mais d'autres personnes vont pouvoir se connecter dessus et voir en temps réel effectivement et interagir avec les autres équipes. Donc c'est toujours en fait penser cette flexibilité-là. C'est-à-dire qu'avant, ce que je comprends, c'est que avant la pandémie, c'était quelque chose qui était qui appartenait peut-être plus à la culture d'entreprise. Nous, on veut être flexible, montrer ce type d'adaptation-là, alors qu'aujourd'hui, avec la pandémie, on se rend compte qu'il y a des personnes qui vont vouloir rester en télétravail. Donc maintenant, il faut qu'on adapte cette pensée de travail-là de cette manière-là. On a une autre question. On nous demande, le flex working va-t-il poser problème pour l'assurabilité des employés? Donc on avait tout légèrement abordé cette question juste avant que le live commence à en discuter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ben, je ne suis pas une spécialiste en termes de santé et sécurité au travail, mais oui, il y a une question à se poser sur, parce que l'employeur doit fournir en fait un milieu de travail qui est sécuritaire à ses employés. Quand les gens sont au bureau, le milieu de travail doit être sécuritaire. Si l'employé est à la maison, la législation est en train de se modifier actuellement. Donc, il faudrait voir avec le ministre du Travail, M. Boulet, là, où est-ce qu'il en est rendu dans ses réflexions. C'est pas simple parce que, par exemple, si vous êtes chez vous, vous travaillez, vous n'êtes pas capable d'avoir du mobilier ergonomique. Donc, comment on peut s'assurer que vous ayez que vous n'allez pas développer des douleurs à long terme, ou si, par exemple, vous montez dans l'escalier pour faire quelques brassées de lavage entre deux meetings et que vous tombez dans l'escalier, est-ce que c'est votre lieu de travail? Est-ce que c'est... La question se pose. C'est une bonne question. On verra si le ministre passe à MTL Connect au mois d'octobre. Si oui, on lui posera la question. Je pense que ça serait une bonne idée, oui. Le monde est en changement, il faut s'habituer. Ah, mais certainement. Et du coup, ça m'amène à une dernière question, parce que là, on parle d'investissement technologique, que ça soit justement des écrans tactiles, interactifs, aller aménager des espaces collaboratifs qui vont être plus petits, etc. Est-ce que ça vient générer un coût, évidemment, mais versus un espace de travail qui avant aurait été plus grand pour beaucoup plus d'employés sur place, est-ce que cette adaptation-là, une fois que, on va dire, le coût vraiment d'installation est fait, est-ce qu'il y a une grosse différence d'un point de vue financier du fait d'avoir autant investi? Non? Juste pour être sûr de bien comprendre ta question, c'est que moi, ce que je comprends, c'est que j'ai des amis qui sont courtiers immobiliers qui aident actuellement des clients, en fait, depuis la dernière année, des gens qui se posent des questions. Est-ce que je réduis mon espace? Est-ce que je réaménage? Est-ce que je déménage? Les gens se posent beaucoup de questions actuellement. Puis quand on fait des études, parce que, par exemple, si une entreprise a une certaine superficie dans une tour à bureau, ils veulent réduire de 30 bien, le fait de sous-louer implique quand même des frais. Donc, oui, ils vont être capables de récupérer une partie sur le loyer, mais ils doivent aussi payer certains aménagements dans la suite qu'ils laissent. Mais dans leur suite aussi, il va y avoir des coûts. Donc, est-ce que ça vaut la peine, si vous regardez la durée du bail, combien de temps il reste sur le bail, pour voir est-ce que le retour sur l'investissement vaut la peine? Puis parfois c'est des coûts équivalents. Donc, parfois, la décision, c'est de dire, bon, je garde tout mon espace, mais temporairement, je vais l'utiliser différemment. Donc, par exemple, un bureau, les clients qui ont beaucoup de bureaux fermés, qui n'ont pas forcément le goût de s'embarquer dans des très gros travaux, ils peuvent transformer leur bureau fermé assigné en poste non assigné. Et une partie des bureaux fermés peuvent facilement se transformer en salle de rencontre. Donc, il s'agit d'enlever le mobilier, mettre une table de rencontre, installer un écran. Donc, il n'y a pas de travaux architecturaux comme tels à faire.
mais il y a un changement technologique puis il y a un remplacement de mobilier à faire pour adapter l'espace aux nouvelles réalités. Donc, à ce moment-là, sans faire des travaux majeurs, on est capable de changer les proportions de postes assignés, non assignés. Donc, on est capable aussi d'absorber une certaine croissance de cette façon-là. Puis parfois, le déménagement va être plus rentable dans un plus petit espace, mieux aménagé, que de rester dans une certaine situation. Mais il faut faire l'exercice d'abord avec le courtier immobilier et avec son architecte designer spécialisé en environnement de travail. Parce que des fois, il y a certains investissements qui valent plus ou moins la peine. Là, on va avoir beaucoup de pieds carrés des fois en trop, mais il va y avoir une certaine croissance là, dans certaines entreprises. Puis finalement, il n'y a pas tant de réduction que ça dans certaines industries. Il y en a qui prennent même plus d'espace. C'est surprenant. Quand on parle avec certains courtiers, il y en a qui disent « Ah, c'est l'hécatombe », puis il y en a d'autres qui disent « Ah, c'est vraiment au cas par cas, en fait. Oui, exactement. Faut regarder par rapport aux installations qui sont déjà existantes versus ce vers quoi on voudrait peut-être tendre et voir justement qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, etc. pour faire en sorte que ça s'équivale le plus possible. C'est ça, parce que le bureau est là pour rester. Les entreprises qui disent « Nous, on n'aura plus besoin d'aucun bureau, on est 100% télétravail », d'après moi, ils vont changer d'idée dans peu de temps parce qu'il y a tellement d'avantages aussi à être ensemble. Cette espèce de connexion qu'on a avec nos collègues quand on est en présentiel. Les gens qui sont à distance, oui, on s'adapte, mais c'est pas la même chose. Il y a beaucoup d'avantages, c'est tellement plus efficace. Aussi, là, quand on a une question, c'est super rapide là, quand on est près de la personne. Tout dépendamment aussi de l'industrie dans laquelle on est, il y a certains, comme par exemple, nous, en architecture design, on utilise des matériaux. On a besoin d'avoir les matériaux avec nous. Puis on ne veut pas stocker ça chez nous dans notre salon. C'est pas très pratique. Donc, d'avoir un bureau, une place d'affaires, de rencontrer les clients aussi, les rencontrer en personne. On a hâte aussi de retrouver ce contact humain-là, de développer cette relation de confiance-là. Oui, on s'est adapté avec le virtuel, mais pour le développement des affaires ou pour le contact avec les employés, il n'y a rien mieux qu'un vrai face-à-face. Donc, l'espace, les espaces de travail, les bureaux, ils sont vraiment là pour rester, c'est juste qu'il faut les voir différemment. OK. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour ce partage riche, ces conseils, les pistes de solutions aussi que tu nous as apportées. Je pense que si on voulait résumer très rapidement cette rencontre qu'on a eue, toi et moi, aujourd'hui, c'est qu'il faut penser maintenant quasiment définitivement en termes de flexibilité, que ça soit pour le confort ou le futur ou la convivialité de nos employés, mais aussi en fait pour la capacité d'accueil de nos installations. Merci vraiment infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été parmi nous. Nous reviendrons le 28 septembre pour le dernier Intersection X avant MTL Connect. Nous vous donnerons ce jour-là tous les conseils pertinents pour vous préparer à un événement hybride. Nous aurons avec nous Walid Benjeloud, CEO de Swapcard, et Joanie Bergeron, productrice et fondatrice de Immersive Productions. Merci encore d'avoir été là. Je vous dis à dans 2 semaines et prenez soin de vous. Bye bye. Merci beaucoup.